Notre collègue, l'honorable Jean Bosco Mbagou, a posé sa question d'actualité au Premier ministre sur l'affaire Faubert Gabon, société de droit camerounais et filiale du consortium FOCOM. Voilà. Donc, question d'actualité adressée au collègues, vous avez la parole. chef du gouvernement. Question posée par l'honorable Jean Bosco Mbagou. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement de la transition, il se trouve que depuis quelques jours, notre pays traverse une tourmente provoquée par la découverte faite par les agents de l'Agence gabonaise de la sécurité alimentaire en collaboration avec la Direction générale des services spéciaux. Il s'agit en effet de 33 tonnes de queue de buffle avariée, dissimulée dans des cartons étiquetés comme queue de bœuf, prête à être distribuée auprès des grossistes et détaillants de Libreville et des autres villes de l'intérieur du pays. Au demeurant, Monsieur le Premier ministre, il convient de rappeler que Faubert Gabon, société de droit camerounais et filiale du consortium FOCU basé au Cameroun, était exclusivement spécialisée dans le commerce des matériaux de construction. Elle a récemment diversifié ses activités en élargissant ses services dans l'agroalimentaire grâce à la bénédiction de l'administration gabonaise dont vous en êtes le chef. Aussi, il faut noter que dans le cadre du fonctionnement managérial de cette entreprise, des voix se sont déjà levées pour reprocher à Faubert Gabon sa propension à ne privilégier dans ses recrutements comme dans ses nominations au poste de responsabilité que de ressortissants camerounais au détriment des nationaux. De plus, la récente descente sur le terrain, évoquée plus haut, de la Gaza et de la DGSS a révélé que Faubert Gabon a fait consommer aux populations gabonaises des produits dont la date limite à la consommation était largement dépassée. Il s'agit notamment de la volaille, de la viande de buffle vendue comme queue de bœuf, des côtisses de porc, des autres produits et donc des produits laitiers. La stratégie utilisée par la société Faubert Gabon pour commercialiser ces produits était qu'elle fabriquerait de nouvelles étiquettes avec de nouvelles dates de préemption. Cette pratique a été malheureusement élargie jusqu'à la production d'une large gamme de boissons en jus, dont Coca-Cola, que j'apprécie personnellement. Une situation extrêmement dangereuse pour la santé des Gabonaises et des Gabonais et contraire aux lois et règlements en vigueur dans notre pays. C'est pour cette raison que je m'en vais vous poser les questions suivantes, Monsieur le Premier ministre. Comment pareille situation a pu se produire dans notre pays avec l'existence de la chaîne administrative bien rodée aux questions d'importation de produits alimentaires? Je fais allusion à la douane, à la DGCC et à la Gaza elle-même et même à d'autres administrations qui interviennent dans la chaîne. Deuxièmement, comment peut-on établir la responsabilité de chacune de ces unités administratives intervenant dans cette chaîne de distribution de produits? Qu'en est-il des produits surgelés encore disponibles dans les commerces, aussi bien à Libreville qu'à l'intérieur du pays? Quel est finalement le sort du produit Coca-Cola, lui-même incriminé et impropre à la consommation, dont l'exclusivité de fabrication a été accordée à Faubert Gabon par les autorités administratives gabonaises après le retrait de la licence à la Sobraga par Coca-Cola? Quelles sont les mesures sanitaires préventives à mettre en œuvre dans pareille situation de quasi-intoxication alimentaire des populations
Mais surtout, quel est le sort réservé aux populations qui ont consommé ces produits avariés? Pouvez-vous, Monsieur le Premier ministre, rassurer le peuple gabonais à l'ère de la restauration de nos institutions et de nos mentalités qu'une pareille entourloupe en griffe n'aurait plus de place dans notre pays? Je vous remercie, Monsieur le Premier ministre. Merci, Monsieur le Président. Merci. Janine Tati Koumba a posé sa question au Premier ministre sur la convention de concession de la gestion et de l'exploitation du chemin de fer transgamonais. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement de la transition, à la suite de la crise financière asiatique de 1997 et de l'effondrement des cours du pétrole, l'économie du pays a été durement touchée. Le Gabon a dû recourir à de nouveaux prêts d'ajustement structurel, les passes du FMI et de la Banque mondiale. Pour y accéder, les institutions de Bretton Woods ont exigé un désengagement de l'État dans les entreprises publiques et parapubliques par la suppression des subventions octroyées à ces sociétés. L'Office du chemin de fer transgabonais, l'OCTRA, fut alors privatisé en 1999 au profit d'un consortium composé de la SNBG, de Transurb et d'exploitants forestiers pour une durée de 20 ans. Mais 4 ans après, en 2003, suite au non-respect de certaines dispositions de la Convention de concession, l'État a prononcé la déchéance de ce consortium. Un mandat de 2 ans a alors été accordé à la CETRAG, filiale de Comilog, de 2003 à 2005. Le 11 août 2005, l'État et la CETRAG ont signé une convention de concession de la gestion et de l'exploitation du chemin de fer transgabonais pour une durée de 20 ans qui devrait prendre fin en 2035. Cette concession a été prolongée en 2021 de 10 ans supplémentaires et elle va désormais jusqu'en 2045. Monsieur le Premier ministre, ce rappel liminaire nous amène à poser 3 questions. La première, pouvez-vous expliquer à la représentation nationale comment une infrastructure stratégique aussi importante pour l'économie du pays, construite à 100% par l'État gabonais, avec des crédits de près de 1500 milliards de francs, entièrement remboursés par l'État, que cet État se retrouve après la récapitalisation de la CETRAG en 2021, actionnaire à 9%, que le fonds d'investissement Meridiam ait acquis 40% avec ses 24 milliards et Comilog 51%. Monsieur le Premier ministre, ce chemin de fer construit avec l'argent des Gabonais appartient-il encore à l'État? En deuxième question, quelles sont réellement les retombées financières pour l'État de ces 9% et comment expliquez-vous le maintien d'une concession du chemin de fer, sachant que les résultats financiers du concessionnaire sont négatifs depuis 2006, c'est-à-dire pratiquement depuis le début de la concession. Hormis la période de 2017 à 2020, au cours de laquelle le chemin de fer était sous gestion déléguée, conditionné par les bailleurs de fonds, qui étaient l'AFD et la Banque mondiale, alors que, paradoxalement, les volumes transportés n'ont fait qu'augmenter. Ma troisième question, Monsieur le Premier ministre, sur le chemin de fer transgabonais, les équipements de pesage des wagons de minerais, les ponts bascules, appartiennent exclusivement aux concessionnaires. Les données relatives au volume transporté qui déterminent le niveau des recettes que devrait recouvrer l'État dans l'activité ferroviaire à travers les taxes, les impôts, les redevances,
sont transmises aux administrations concernées, les douanes, les impôts, par le concessionnaire, sans contrôle de l'État, et cela depuis le début. Monsieur le Premier ministre, le concessionnaire dispose de 6 ponts bascules sur la voie du chemin de fer. Ma question, qui garantit pour le compte de l'État la fiabilité des données tirées des ponts bascules qui sont la propriété du concessionnaire? Quand on sait par ailleurs que l'une des causes de la détérioration de la voie ferrée est la surcharge des wagons qui accélère de façon anormale le degré d'usure des rails, ne serait-il pas judicieux pour l'État d'acquérir ses propres équipements afin de disposer de ses propres données? Je vous remercie. Merci, chers collègues. J'invite notre collègue, l'honorable Ekwasima Jean-Paulin, à poser la question sur l'avenant numéro 04 en cours de discussion relative au programme d'investissement pour la réhabilitation et la maintenance du chemin de fer. Merci, honorable président. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement de la transition, la représentation nationale est informée qu'un avenant numéro 4 est en cours de discussion sur un programme d'investissement pour la réhabilitation et la maintenance du chemin de fer, avec pour conséquence d'endetter à nouveau l'État. Comment le gouvernement peut-il engager l'État sur ce programme d'investissement élaboré unilatéralement par le concessionnaire sans étude préalable de l'État et évalué à 470 milliards de francs, alors que le précédent programme d'investissement de l'ordre de 333 milliards n'a pas été audité et qu'il n'est même pas arrivé à son terme, puisqu'on parle d'un taux d'exécution de 40% depuis 2015. Et pourquoi l'État doit-il continuer à s'endetter pour une infrastructure gérée exclusivement par le concessionnaire qui en tire seul les bénéfices? Deuxième question, quelle est la part qui incombe à l'État quant aux travaux à réaliser dans le cadre du programme de rattrapage et de remise à niveau? Comment des travaux de rattrapage et de remise à niveau, dont l'urgence avait clairement été constatée en 2008, n'ont connu un début de réalisation qu'en 2015, soit 7 ans après, à la faveur de l'avenant numéro 1? Monsieur le Premier ministre, convenons-en, c'est là une conception particulière de la notion de l'urgence. Troisième question. Monsieur le Premier ministre, les populations gabonaises ne sont pas encore remises du drame de l'Esther Miracle. En cas d'accident grave, avec perte de vies humaines, ce que nous ne souhaitons pas, à qui incomberait la responsabilité? Quatrième question. Monsieur le Premier ministre, au vu de la situation actuelle du chemin de fer, quelles dispositions votre gouvernement a prises pour réguler de manière efficace le trafic ferroviaire, les prix appliqués par le concessionnaire et l'accès au réseau, sachant que la loi numéro 32/2023 du 8 août 2023 régissant les transports terrestres en République gabonaise, promulguée en août 2023, n'est toujours pas appliquée à ce jour, et quels sont les obstacles à l'application effective de cette loi dont l'utilité n'est plus à démontrer? Je vous remercie, Monsieur le Premier ministre. Merci, Monsieur le Président. Merci, chers collègues. J'invite notre collègue, l'honorable Thierry Nang Ondo, poser sa question au Premier ministre
sur la réalisation de l'audit opérationnel, technique et économique de la concession du chemin de fer transgabonais. Vous avez la parole, chers collègues. Monsieur le Premier ministre, la convention de concession du chemin de fer transgabonais, en son article 9.5, fait obligation à l'autorité de régulation des transports ferroviaires de, je cite, procéder à sa charge à un audit opérationnel, technique et économique de la concession à la fin de chaque période quinquennale. Fin de citation. En 2009, la concession a fait l'objet d'un audit dont la consistance, tant dans le fond que la forme, demeure discutable. Pouvez-vous nous donner les raisons pour lesquelles, de 2009 à ce jour, soit 15 ans plus tard, aucun audit n'a été réalisé? Le moment n'est-il pas venu, Monsieur le Premier ministre, de réaliser un audit objectif et impartial de la concession et des différents programmes d'investissement? La convention de concession du chemin de fer transgabonais a été signée, Monsieur le Premier ministre, dans un contexte de quasi-monopole, où le concessionnaire était à la fois gestionnaire de l'infrastructure, exploitant et opérateur ferroviaire, avec à ses côtés son actionnaire majoritaire et client. Aujourd'hui, le nombre d'opérateurs ferroviaires a augmenté, ce qui a pour conséquence des demandes en capacité de transport de plus en plus croissantes, alors que le déficit de maintenance des infrastructures demeure manifeste. Quelles sont les mesures prises, Monsieur le Premier ministre, pour s'assurer du suivi et du respect par les parties des exigences contractuelles d'importance contenues dans la convention de concession? L'arrêt du trafic ferroviaire il y a quelques mois, Monsieur le Premier ministre, a eu des conséquences fâcheuses, tant sur le plan social que sur le plan économique. Sur le plan social, cette situation a fortement impacté le quotidien de nos compatriotes des provinces de l'estuaire, du Moyen-Ogooué, de l'Ogooué-Vindo, de l'Ogooué-Lolo, du Haut-Ogooué et de l'Ogooué maritime, en rendant difficile leur accès à certains produits de première nécessité, tels que le manioc, la banane, l'eau anza, le sucre, l'huile, le savon, le gaz, les hydrocarbures, etc. Sur le plan économique, l'arrêt des trains a occasionné des pertes considérables pour les usagers. Ma dernière question est la suivante, Monsieur le Premier ministre. Quelles sont les mesures prises par le gouvernement de la transition pour garantir la régularité et la continuité de ce service public essentiel pour notre pays? Je vous remercie. Merci. Merci, chers collègues. Monsieur le Premier ministre, si vous en convenez, vous pouvez prendre la parole maintenant pour répondre, donner réponse aux 4 collègues qui sont exprimés ici. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, je voudrais commencer par répondre à la question concernant la société Fober, parce que c'est un domaine à part, et je reprendrai ensuite les questions relatives au chemin de fer qui sont un autre bloc. Sur la situation de Fober, je crois que si vous aviez voulu le détail de ce qui s'est passé au cours de la dernière semaine, c'est le ministre du Commerce que vous auriez appelé. Le fait d'interpeller le Premier ministre signifie que vous voulez une réponse sur les principes généraux. Je voudrais d'abord dire
que le contrôle absolu n'existe pas dans les activités de production, dans les activités d'importation, et nous consommons l'essentiel de ce que nous importons l'essentiel de ce que nous produisons ou de ce que nous consommons. Ces importations ne peuvent pas faire l'objet d'un contrôle détaillé article par article. Ce qui se passe en général, pas seulement chez nous, dans le monde entier, c'est qu'on laisse les produits importés rentrer et les brigades de contrôle procèdent à des vérifications qui généralement sont des vérifications aléatoires. C'est pour ça qu'il existe des missions de contrôle en permanence sur le terrain. Et je dois dire que les structures de contrôle que nous avons ont fait leur travail. Puisque, rappelons-nous, c'est l'AGASA qui a mis le doigt sur le problème de Faubert dont nous sommes en train de parler. Ça veut donc dire que les mécanismes de contrôle ont fonctionné. Ils ont fonctionné, mais comme toujours dans ce genre de situation, le mal est déjà fait, c'est-à-dire les produits avariés sont déjà dans les magasins, mais le fait est que, selon le principe que j'ai énoncé au départ, puisqu'on ne peut pas avoir un contrôle absolu sur tous les produits qui rentrent, il faut que les opérations de contrôle soient les plus régulières possibles et les plus sophistiquées possibles. La Gaza a fait son travail et elle continue à faire son travail. Je regrette qu'on ait donné à cette affaire une publicité trop grande à ce stade. Parce que, bien évidemment, lorsqu'on a découvert des produits avariés, il faut procéder aux analyses. Il faut remonter les filières et essayer de comprendre la totalité de ce qui s'est passé. Est-ce que nous sommes seulement en présence de stocks dont les dates de consommation ont été dépassées, dont des produits simplement avariés, ou bien s'agit-il au contraire d'un processus, d'une organisation mise en place par l'entreprise pour importer des produits et les faire passer par des voies diverses et variées pour avoir la possibilité de continuer à vendre sur le territoire des produits qui sont avariés. Ça, on ne peut le savoir que si on engage des investigations minutieuses, systématiques, sur un cas pour lequel on détient des éléments de preuve. Et parfois, faire du bruit sur quelque chose finit par conduire le fautif à s'organiser pour essayer de dissimuler les traces de ce qu'il a fait. Je pense que dès lors que la Gaza a trouvé quelque chose, elle avait le devoir, et elle est en train de le faire, d'une part, de faire procéder aux analyses de la qualité des produits qu'on a trouvés, d'autre part, de donner l'information à ses collègues, que ce soit la douane ailleurs, pour demander si eux pouvaient dire à quel moment les produits en question sont rentrés, sous quelles étiquettes, etc. etc. C'est cet ensemble d'opérations qui permettent à l'administration d'être efficace. À date, je pense qu'on est en train de le faire et on va continuer cette opération jusqu'à ce que nous ayons une idée complète de ce qui s'est passé dans ce domaine. Alors, il y a des questions, bien sûr, qui ont été posées derrière ça. À qui est la responsabilité? À tout le monde et à personne. À tout le monde, parce que nous ne produisons pas les produits que nous importons, ni le poulet, ni le bœuf, ni tous les autres poissons, tous les autres produits ne sont pas notre production. Donc, nous sommes exposés, nous sommes vulnérables dans ce qui concerne notre alimentation, et c'est l'une des raisons pour lesquelles je crois que chacun est conscient de la nécessité de faire des efforts pour améliorer la production nationale. Ça, c'est un fait. Mais je vous dirais que quand bien même nous aurons amélioré la production nationale, nous continuerons à être exposés à l'existence de produits avariés dans les magasins. Pourquoi? Parce que si on prend le domaine avicole, si on produit des œufs, les œufs ont une durée de vie qui est de 21 jours.
Au-delà, il faut les sortir du commerce. Mais nous pouvons avoir des œufs produits à l'intérieur de notre pays et dont on n'a pas la date de production et qui peuvent continuer à rester dans les magasins, à être vendus aux gens, même quand ils auront été produits par des producteurs gabonais. Est-ce qu'on acceptera, parce que c'est produit par les Gabonais, que le produit avarié passe? Les mêmes contrôles devront être appliqués aux produits qui viennent de l'extérieur et aux produits nationaux. Aujourd'hui, nous ne sommes pas encore très avancés dans la transformation. Nous avons examiné tout à l'heure un texte que le ministre de l'Agriculture a soumis concernant la Gaza. Quand ce texte-là, quand cette production, quand ce programme, cette activité aura commencé à produire des effets et que nous aurons des producteurs locaux, bien, les mêmes exigences de vérification, de prudence devront s'appliquer. Donc nous ne sommes pas à l'abri de ce produit, on ne le sera jamais dans le domaine alimentaire, on continuera à être exposé, non seulement dans le domaine alimentaire, mais dans le domaine médical aussi. Parce qu'on voit simplement la question alimentaire. Mais les produits, beaucoup de produits médicaux ont une date de péremption et donc eux aussi peuvent être des produits dangereux pour l'entièreté de notre consommation. Qu'en est-il des autres produits? Je pense que les contrôles ont commencé et qu'ils se poursuivent et que partout où nous aurons la possibilité d'observer que des produits avariés ont été exposés, ils seront saisis et détruits. C'est la seule chose que nous pouvons faire. Et bien sûr, s'ils sont détruits, s'ils sont saisis et détruits, les opérateurs qui se seront rendus coupables de la commercialisation ou du stockage des produits avariés feront l'objet des amendes qui sont prévues par les textes. Nous restons un état de droit. Nous devons rester un état de droit. Qu'en est-il du produit Coca-Cola? Je rappelle que Coca-Cola est un des produits les plus vendus dans le monde. Quand on donne une licence à quelqu'un, c'est que la maison Coca-Cola procède aux vérifications sur les process de fabrication. Je crois que nous ne devons pas mélanger les choses. Nous avons observé une anomalie, nos services ont bien travaillé, nous devons continuer les investigations sur cette anomalie et, le cas échéant, il nous faudra discuter avec les responsables du contrôle de qualité de Coca-Cola qui font des opérations régulières de vérification auprès de toutes les personnes qui bénéficient de la licence Coca-Cola dans le monde entier, ce n'est pas seulement chez nous. Il faudra simplement qu'on échange avec eux pour savoir comment on peut améliorer le contrôle sur les produits qui sont produits chez nous et qui portent le label Coca-Cola. Mais nous ne pouvons rien faire de plus que de procéder à ces vérifications. La question a été, la cinquième question qui est venue, c'est qu'en est-il des mesures sanitaires préventives à mettre en œuvre dans une pareille situation? Les mesures préventives, comment les prendre? Vous savez, nous avons tous des organismes divers et variés. Malheureusement, je dis bien malheureusement, si certains ont consommé ces produits avariés, ils feront l'objet d'intoxication alimentaire. Et si quelqu'un peut montrer qu'il a acheté un produit qui fait partie de ceux mis sur le marché par l'opérateur incriminé, ou d'autres opérateurs d'ailleurs, il reviendra à cette personne de porter plainte et de s'adresser aux services compétents chez nous, au ministère de l'Agriculture, au ministère de la Santé, pour voir dans quelle mesure on peut se retourner contre l'opérateur indélicat. Est-ce que je peux rassurer le peuple gabonais que de telles pratiques n'auront plus lieu? Je suis désolé, je ne le peux pas. Parce que les gens qui sont malhonnêtes, si on fait la preuve que c'est une opération délibérée, ben je ne peux pas garantir qu'il n'y aura plus de malhonnêtes sur terre. Si je disais ça, je ne serais pas très prudent, ni même très sérieux. Par contre, je peux dire que les services de l'État vont continuer à redoubler de vigilance et éventuellement améliorer la qualité de leurs équipements pour pouvoir augmenter leurs possibilités, leur capacité à analyser les produits qui sont contrôlés, parce qu'il ne suffit pas seulement de vérifier comme ça. On parle d'un problème d'étiquette, mais nous devons aller plus loin que le contrôle de l'étiquette. Il faut que, de temps en temps, on puisse aller à l'intérieur du produit et ne pas se fier à l'étiquette.
Parce que le produit peut être avarié, on le dit, peut-être que les étiquettes ont été changées, etc. Donc, c'est un effort que nous devons continuer à faire, et je pense que c'est regrettable que ce soit arrivé. Une des questions qui a été posée, pour moi, procède d'une confusion qui n'est pas très bonne. Nous sommes dans une zone, nous sommes dans la CEMAC. Pour l'instant, les autres produits se vendent chez nous. Il n'est pas dit que nous serons toujours les personnes qui reçoivent ce que les autres produisent. Un jour, nous aussi, nous ferons les efforts et nous parviendrons à vendre chez eux. Ne mélangeons donc pas les choses. Par exemple, quand on dit que l'opérateur en question a tendance à, si j'ai bien lu la question qui a été posée, il a tendance à privilégier dans ses recrutements comme dans les nominations au poste de responsabilité des ressortissants camerounais au détriment des nationaux. Non, je ne veux pas mélanger ce problème-là avec le problème de la qualité des produits. Si l'entreprise Faubert ne respecte pas les normes en matière de recrutement des personnes, le ministre du Travail est là pour faire le travail de vérification des quantités de nationaux qui se trouvent à l'intérieur de cette entreprise. Et je ne pense pas que ce soit une bonne chose que nous mélangions ces deux aspects. Ce problème de la représentation des pourcentages des Gabonais à l'intérieur de cette entreprise est totalement différent du problème de la qualité du produit qui a été découvert et qui se trouve être un produit défectueux. Donc, voilà, Monsieur le Président, ce que je peux dire concernant le premier problème, et si vous le permettez, je voudrais passer à la deuxième série de questions. Vous avez, 3 honorables députés ont posé en réalité 10 questions. Et j'avoue que je me suis demandé quelle est la finalité des questions qui est posée. Qu'est-ce que l'on cherche à avoir? Vous voulez répondre à une question précise, ou bien vous voulez une explication sur une situation donnée, ou bien nous voulons nous situer dans le temps. De quoi parlons-nous exactement? Comme vous le savez, il est des questions qu'il ne vaut mieux pas toucher. Parce que pour les toucher, il faut avoir la force de les toucher jusqu'au bout. Et il faut avoir la mémoire de l'histoire pour les toucher. Est-ce que nous sommes bien sur une question qui est ouverte? Je répondrai de façon courte. Honorable Tati, vous avez demandé, vous avez posé en introduction de votre question, est-ce que le chemin de fer appartient-il, est-ce qu'il appartient encore à l'État? Je réponds oui, le chemin de fer appartient à l'État, puisque ce qui a été privatisé, c'est le mode de gestion du chemin de fer. Mais l'infrastructure elle-même, le chemin de fer, appartient à l'État. Donc, si vous voulez, je peux m'arrêter à cette question-là. Mais, comme nous parlons pour l'histoire et que j'ai un certain âge, je dois dire certaines choses. Dans votre propos liminaire, vous avez fait une hypothèse. Je voudrais vous rappeler que cette hypothèse n'est pas tout à fait exacte. Lorsque, en 2003, la compagnie d'exploitation du chemin de fer transgabonais a fait l'objet d'une déchéance, cette déchéance-là, nous continuons à parler de la déchéance comme si l'État avait eu raison de faire la déchéance. Je voudrais vous rappeler que l'État gabonais a prononcé la déchéance et qu'elle l'a prononcée à ses torts. Je vous renvoie sur Internet à l'affaire ARB-04-5 qui a été présentée et défendue devant le CIRDI et dans laquelle l'État gabonais a été condamné pour avoir prononcé abusivement la déchéance du transgabonais et pour laquelle l'État a été condamné à payer à titre principal 71 milliards de francs CFA et dont les intérêts capitalisés à partir de septembre 2003 et lorsque l'affaire a été soldée en 2010, nous étions à plus de 56 milliards d'intérêts. Donc, cette petite blague
nous a coûté 126 milliards. Est-ce qu'on parle de ça? Voilà la question initiale. Donc quand on dit on a prononcé la déchéance, rappelons-nous que nous l'avons prononcé à notre ordre, abusivement. Et pourquoi a-t-on prononcé la déchéance? Pourquoi? Parce que l'opérateur qui était là était défaillant, soit. Un autre opérateur a été mis en place en 2005. J'aimerais inviter la représentation nationale à faire une analyse comparée des conventions de concession de 1999 et des conventions de concession de 2005. Pourquoi a-t-on fait la concession en 1999? Pourquoi? Parce que depuis 1986-87, on parle d'histoire, l'État était en difficulté. Ses finances publiques ne suivaient pas. Donc, des déséquilibres des finances publiques ont conduit le Fonds monétaire et la Banque mondiale et tous les autres qui viennent au secours ou bien aux côtés des États en difficulté à se séparer des entreprises publiques. Je rappelle qu'avant d'aller à la privatisation, à partir de 1987, on a lancé le programme de restructuration des entreprises publiques qui ont échoué. Les opérations de restructuration qui impliquaient notamment la diminution des salaires, de la masse salariale dans les entreprises publiques, le resserrement des programmes d'investissement de ces entreprises publiques, ces programmes ont échoué. Et finalement, à partir de 1992, la décision a été prise de procéder non plus à des ajustements sectoriels, comme on le faisait en restructurant des entreprises, mais de procéder à un ajustement global. C'est ce qu'on a appelé l'ajustement stricto sensu, qui est devenu l'ajustement par la dévaluation. La dévaluation a été un mode d'ajustement obligatoire, général, global. Voilà ce qu'était la dévaluation. Et cette dévaluation a été assortie d'un ensemble de mesures qui demandaient notamment que les États se séparent de leurs entreprises. Je voudrais vous rappeler qu'en 1990, l'État gabonais était propriétaire de 65 entreprises. Vous pouvez les chercher. Air Gabon, Sonatran, ici et ça, il y en avait 65. Où sont-elles? Restructurées? Non. Liquidées. Quand on parle du chômage aujourd'hui, je voudrais rappeler que la quasi-totalité de ces entreprises qui ont été liquidées, ça constituait plus de 25 000 emplois structurés qui ont été détruits et qu'on n'arrive pas à retrouver. Puisqu'on parle de ces questions, voilà de quoi on parle. Ayant pas été capable de faire la restructuration, et étant passé par, à partir de 1994, un ajustement externe global, c'est-à-dire par la monnaie, les opérateurs, les banques, Fonds monétaire, Banque mondiale, Banque africaine de développement, etc., ces entités ont demandé que l'État se sépare, que les États se séparent des entreprises. Donc, qu'on passe maintenant de la privatisation. Voilà pourquoi, et je vous renvoie, puisque vous avez adopté la loi ici, regardez dans les archives, la loi 196, relative à la privatisation des entreprises. Regardez l'exposé des motifs, que dit-il? L'exposé des motifs de la loi 196 a pour but de réduire les subventions de fonctionnement et les subventions d'investissement de l'État au profit des entreprises privées et des entités qu'il avait. C'était ça l'objet, la loi de privatisation. Et quelles ont été les premières entreprises qui ont été privatisées? Je vous le rappelle, c'est la SEG, c'est le chemin de fer Octra. Ce sont les deux plus gros, dès le départ, qui ont été pris. Pourquoi? Parce que le stock de valeurs immobilisées de ces entreprises et le niveau des investissements, dont le niveau des subventions qu'il fallait adresser aux entreprises, était tel qu'il fallait le plus rapidement possible se séparer. Mais on ne pouvait pas les privatiser dans leur entièreté. Madame la députée honorable, vous avez rappelé tout à l'heure que
on a conçu le chemin de fer pour 1500 milliards. Quel opérateur privé pouvait investir 1500 milliards pour acheter notre chemin de fer? Quelle rentabilité aurait-il eu en investissant 1500 milliards? Aucune rentabilité. La seule chose qu'on pouvait privatiser, c'est l'exploitation du chemin de fer. Voilà pourquoi on a fait une mise en concession de l'exploitation du chemin de fer. Je rappelle que quand on regarde bien, la SCG a été également dans le même cas de figure. Parce que si on avait fait une privatisation complète de la SCG, l'opérateur privé aurait racheté la totalité des barrages et les lignes électriques qui étaient sur le banc. Et financièrement, aucun investisseur n'aurait retrouvé du gain en faisant un tel achat. Donc, venons à la question principale. On a privatisé l'exploitation du chemin de fer. Et je reviens donc à la réponse que je vous ai donnée. Le chemin de fer, l'infrastructure chemin de fer appartient toujours à l'État gabonais. Et il était convenu que dans le cadre de la cession de la gestion de l'exploitation du chemin de fer, l'exploitant ferait son affaire de l'ensemble des investissements nécessaires au fonctionnement de la voie ferrée. Dans la première concession, et même dans la seconde de 2005, regardez les articles 14, etc., et on parle bien de l'exploitant fera son affaire, exploitera à ses risques et périls. C'est écrit noir sur blanc, il travaille à ses risques et périls. Alors, comment est-on revenu après 2003, la déchéance, comment est-on revenu en 2005 à une convention de concession dans laquelle les éléments de l'investissement ont commencé à être ressortis de la convention de concession de départ pour être renvoyés à l'État? C'est ça les bonnes questions. Ce sont ces questions qu'il faut. Si je vous invite à analyser les conventions de concession. Et quand on lit la convention de concession de 2005, vous me posez la question, mais moi je vous renvoie à la question. Lisez la convention de concession de 2005. Quand on la lit, la 2005, article 2, alinéa 1, qu'est-ce qui est marqué dedans? Que le chemin de fer est dans un état critique du point de vue de la maintenance de ses équipements. Ah, mais comment ça? Le chemin de fer était maintenu, entretenu par qui? Il y avait un contrat de maintenance de la voie ferrée. Lorsqu'on a fermé Eurotrack et que le tout a été basculé en 1986 vers l'octroi, il y a eu un marché pour l'entretien de la voie ferrée. Et quel était ce marché? Qui a eu le marché? À quel point ce marché a été entretenu? Nous sommes en train de nous intéresser, au lieu où nous sommes tombés, là où nous sommes allés nous fracasser la tête par terre, mais vous savez ce que dit la sagesse populaire. Regardez où vous avez trébuché et non pas là où vous êtes en train de tomber. Comment peut-on constater dans la convention de 2005, puis dans l'annexe numéro 1, puis l'annexe numéro 2, puis l'annexe numéro 3, et de fur et à mesure, on voit les chiffres que vous annoncez, comment peut-on dire que finalement la voie, l'infrastructure était dans un état si mauvais que, etc., etc. Mais la voie, elle était dans quel état? Qui faisait la maintenance de la voie? Dans la salle, il y a des anciens cheminots. Je sais que vous avez posé la question exprès. Vous saviez que j'allais répondre à cette question. Je vous renvoie au marché 91-50. Allez le lire. Le 91-50. Quand on aura lu, on dira, voilà ce qu'il y avait là-dedans. Il y a un marché entre communologues. Hein? Et puis, on peut continuer la litanie comme ça. Je me rappelle, je pense que je vais renoter, je n'ai pas oublié la date, mais je me rappelle que en 2000, fin 2000, début 2001, un appel d'offres a été lancé pour faire l'entretien de la voie aux normes qui correspondaient au cahier des charges que l'État avait donné aux concessionnaires transgabonais, compagnie d'exploitation du chemin de fer transgabonais. Cet appel d'offres-là, qui l'a gagné? Et à quel prix a-t-il été convenu
qu'il était possible de faire l'entretien de la voie d'une façon raisonnable. Et si cet entretien de la voie n'a pas été fait de façon raisonnable, déjà jusqu'en 2000, ce n'était pas le cas, et si après 2000, malgré l'appel d'offres, on n'a toujours pas fait l'entretien aux conditions qu'on indiquait, alors comment vous étonner que nous soyons maintenant avec des niveaux d'investissement nécessaires qui sont de l'ordre de, vous avez indiqué, 300, 400 milliards, c'est l'honorable Passima qui a parlé tout à l'heure, des investissements de l'ordre de 470 milliards. Bien évidemment que vous devez forcément, si vous passez 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans sans entretenir les bus, les ponts, etc., il se crée des zones d'instabilité, des zones où l'eau stagne, devient un marécage, puis le poids que l'on transporte étant toujours là, la voie bouge et finalement, ce qui aurait pu être remplacé une fois devient de plus en plus. Je pourrais continuer comme ça jusqu'à ce soir, croyez-moi. Mais je crois que la bonne question c'est qu'est-ce qu'on fait? Le chemin de fer nous appartient. Il nous appartient et une des questions qui ont été posées tout à l'heure, qu'est-ce que l'État fait au capital avec 9% des parts, etc. L'État ne va pas au capital de la société concessionnaire pour gagner de l'argent. Il va pour avoir un œil beaucoup plus précis sur ce qui se passe à l'intérieur. Et quand vous vous intéressez à la société concessionnaire, mais la société concessionnaire ne présente aucun intérêt. Elle ne présente aucun intérêt. Nous sommes en train de tourner en rond sur des questions qui ne sont pas des bonnes questions. Qui est le concessionnaire? Qui est l'actionnaire au départ du concessionnaire? Quel est son intérêt? Pourquoi est-il là? J'étais, pardonnez-moi de rappeler, dans une vie antérieure, directeur général du chemin de fer, directeur de la première société concessionnaire, vous le savez. Mais, on a dit que le sureffectif était la cause des pertes du chemin de fer. J'ai fait licencier 800 personnes au chemin de fer en 6 mois, en 2000. De janvier à fin juin, j'ai fait partir 800 personnes. Et quand j'ai regardé les comptes en face, je ne gagne toujours pas d'argent. Pourquoi? Parce que les clients du chemin de fer, et pas qu'un seul, parce qu'on pense toujours à un seul, tous les clients du chemin de fer, avaient considéré le chemin de fer comme une variable d'ajustement. Nous gagnons de l'argent ailleurs, et là où nous devons faire les économies, c'est sur le chemin de fer. Donc, personne n'a été confronté à la réalité de ses prix, c'est-à-dire de ce que coûte son transport sur le chemin de fer. Par conséquent, depuis qu'on a créé le chemin de fer, je dis bien depuis qu'on l'a fait en 1986, jusqu'à aujourd'hui, personne n'assume la réalité des coûts que représente le transport sur le chemin de fer. Personne. Comme il n'en parlons pas. Mais les forestiers aussi, pareillement. Chacun considère que sur la route, si je suis forestier, je dois payer 82, 85 francs le kilomètre de route en transportant sur la route. Mais sur le chemin de fer, si on me demande de payer 45 francs, je considère que c'est inacceptable et je secoue la terre et le ciel, je remue toutes les personnes que je peux et j'obtiens que la décision soit annulée, que les prix soient maintenus au prix où je l'ai demandé. Et je vois le ministre des Travaux publics qui est dans la salle. Après, nous nous étonnons de l'état de notre réseau routier. Nous mettons beaucoup d'argent depuis 20 ans, 30 ans, et le réseau ne peut pas tenir, puisque la charge à l'essieu des camions qui passent sur la route et qui auraient dû envoyer leur transport sur le chemin de fer, cette charge est intenable avec le niveau de pluviométrie que nous avons. Mais ça, c'est encore une autre question. Comilor n'a jamais voulu payer le prix parce que les actionnaires en haut, considèrent que ça, c'est la variable d'ajustement. Je suis désolé,
Si vous prenez l'Union 1996, je l'ai refouillé hier en regardant un peu les documents. 1996, Comilog a affiché 10 milliards de bénéfices. Mais son transporteur était en déséquilibre. Alors on pensait que c'était parce que c'était la mauvaise gestion. Mais la réalité, c'est que les prix pratiqués n'étaient pas compatibles avec les équilibres du chemin de fer. C'est un dossier, je vous ai posé la question au départ, au début de mon intervention. Êtes-vous sûr que vous voulez l'ouvrir? Si vous voulez l'ouvrir, alors il faut poser les bonnes questions depuis le départ. Il faut les poser depuis le départ. À situation strictement identique, le Sénégal a un chemin de fer avec un opérateur qui transporte du phosphate et qui a des équipements. En 1999, pour les mêmes conditions d'exploitation, exactement les mêmes, l'octroi, devenu ensuite transgabonais, était à des niveaux de revenus par tonne kilométrique transportée qui était le tiers de ce qu'il y avait au Sénégal. Mais tout le monde le sait. Je vous rappelle, et ce n'est pas moi qui le cite, vous allez voir M. Olivier Rateau de la CFD, vous prenez son rapport de 1994, Olivier Rateau, lisez le rapport et vous verrez ce que dit ce rapport. Vous prenez l'étude de Lavalin qui a été faite, Lavalin International a fait une étude en 1983, vous regardez les prix sur Lavalin, vous prenez le dossier de Lançois en 1986 et vous verrez ce qu'il y a dans l'étude de Lançois. Vous prenez le rapport de l'ingénieur en chef des chemins de fer belge, M. Fanuel, en 1999, et vous verrez ce qu'il y a là-dedans. Vous prenez des gens qu'on ne peut pas soupçonner, n'est-ce pas, BNP et Mercer, quand on a lancé l'appel d'offres, et vous verrez le prix que BNP et Mercer avait. Ça veut dire que ce dossier n'est pas posé de la bonne manière. Et ce que nous avons aujourd'hui est la conséquence de ce qu'on a fait pendant 20 ans, 30 ans. C'est tout. Maintenant, il faut se poser la bonne question. Parce que si on se lance ça à la figure, je vois toutes les questions que vous avez là. Oui, bien sûr, on peut continuer. On ne résout pas le problème. Le problème, c'est nous avons une infrastructure. On a un chemin de fer. Est-ce qu'on le laisse continuer à se dégrader ou bien on trouve la solution pour pouvoir maintenir ce chemin de fer et le conserver le plus longtemps possible? Voici la bonne question. Et s'il faut le conserver le plus longtemps possible, qui est capable de s'impliquer pour pouvoir faire les investissements nécessaires? Est-ce que l'opérateur, les opérateurs privés seuls ou les clients privés seuls auront la capacité de faire cet investissement? Est-ce que c'est même leur intérêt? Je ne sais pas. Je vous rappelle qu'un train minier peut rouler à 40 à l'heure, 50 à l'heure et ne pas avoir des problèmes de stabilité de voie les mêmes que s'il avait une certaine vitesse. Ce n'est pas nécessaire pour lui. Il peut aller beaucoup plus lentement et donc avoir moins de problèmes. Et puis, les coûts. La situation s'étant créée, les coûts devenant ce qu'ils sont, je ne suis pas sûr qu'un seul opérateur ou même deux opérateurs pourraient prendre en charge à eux seuls maintenant la réhabilitation de ça sans que l'État ne s'en mêle. Est-ce que c'est une bonne chose? Non. C'est du réalisme. C'est notre chemin de fer. Nous devons regarder les choses de façon beaucoup plus lucide. Sinon, nous le perdrons. Et si on le perd, ça veut dire que les sacrifices qu'on a fait dans le passé, ce que nos parents ont fait, ce que nous-mêmes nous avons fait, tout ça là est jeté à l'eau. Est-ce qu'on a le droit de faire ça? La réponse est non. On n'a pas le droit de faire ça. Donc, oui, il faut s'intéresser aux audits pour savoir où est-ce qu'on en est de ce qu'on a mobilisé comme argent, des travaux qui ont été faits et de ce qu'il y a à faire pour que le chemin de fer reste. Voilà ce qu'il faut. Même si on n'est pas content de ce qui a été fait, pour éviter justement, honorable, vous avez posé la question, en cas d'accident, si on avait la situation de Stèle Miracle, que Dieu nous garde, il faut justement éviter que la somme des petits accidents qui ne fait que se produire sur le chemin de fer
ne finisse en un grand accident dans lequel nous aurions un deuil insoutenable. Je rappelle que Comilog a quitté le Congo en 1991 à la suite d'un accident terrible où il y a eu des centaines de morts. Si vous ne vous en souvenez pas, je vous renvoie à vos écrits, aux archives, qui montrent que ça peut arriver. Je ne dis pas que c'est la faute de Comilog ou bien la faute de terre, c'est pas ça. Je dis c'est arrivé, pas loin de nous. C'est arrivé. Il faut qu'on fasse ce qu'il faut en entretien, en investissement de réhabilitation pour maintenir le chemin de fer et éviter d'avoir à gérer un autre désastre parce qu'il y aurait eu des pertes énormes en vies humaines. Il y a sur notre pays plusieurs opérateurs. Il y a plusieurs possibilités d'action. Mais ce qui est certain, c'est que nous devons commencer par faire un audit. Et cet audit-là, nous ne devons pas le différer très longtemps encore. Et nous devons faire notre deuil des hypothèses que nous avons acceptées de la part du Fonds monétaire, de la Banque mondiale et tout ça là. Dans une économie, c'est chacun pour soi et Dieu pour tous. Les formules économiques, les règles économiques, tout ça là c'est valable en général, mais chacun doit se battre pour lui-même. Pour lui-même. Si nous considérons que nous avons un chemin de fer et que nous voulons le soutenir, nous oublions la règle qu'on ne doit pas subventionner, on subventionne et on le tient. Parce que c'est notre outil. On fait les efforts pour ne pas avoir à dépenser trop, plus qu'il ne faut, mais on fait ce qu'il faut pour ne pas non plus perdre ce que l'on a. Le principe du capitalisme, c'est l'accumulation. Ce n'est pas de recommencer à zéro. C'est on a quelque chose, on vient ajouter à ce qui est là. C'est ça le principe d'accumulation. C'est ça le principe capitaliste. Et nous sommes dans un pays capitaliste. Donc, au nom de l'accumulation, nous devons veiller à ce que nous avons ne disparaisse pas, que ça soit là, et qu'on arrive à l'accroître, à l'augmenter. Il faut par contre que vous ayez le courage, ce ne sera pas moi, mais il faut que vous ayez le courage d'aborder certaines questions. Je pense que certains opérateurs économiques, notamment les opérateurs pétroliers, les opérateurs miniers, les opérateurs forestiers, n'ont pas toujours joué le jeu avec l'État gabonais parce que l'État n'était pas en capacité de résister à leur pression. Est-ce qu'on peut le faire maintenant? Je n'en sais rien. Mais simplement, il faut être capable de dire, nous ne pouvons pas non plus continuer à faire ce qu'on fait. L'année dernière, nous avons tous vu des zones de territoire enclavées, totalement enclavées. Mais sur le petit 100 milliards que nous avons, nous devons encore le remettre. Sur la voie ferrée qui a déjà pris 1500, 2000 milliards, mais ceux qui sont enclavés, à quel moment va-t-on les désenclaver? Avec quel argent? Donc, il faut avoir le courage d'ouvrir la discussion et d'aider ceux qui sont chargés de discuter à discuter avec ceux qui campent sur des positions de force pour leur faire comprendre que l'intérêt de tous commande qu'il soit un tout petit peu raisonnable. Mais c'est un terrain difficile et Monsieur le Président, si vous le permettez, je voudrais m'arrêter là. Je vous remercie. Merci. Merci, Monsieur le Premier ministre. J'ai oublié de mentionner au début de ce deuxième point que la conférence des présidents a arrêté la disposition suivante. Après la prise de parole du Premier ministre ou des membres du gouvernement, et que si d'aventure le collègue porteur de la question n'avait pas eu de réponse satisfaisante, il pouvait revenir, repréciser sa pensée, et le collègue a droit à 3 minutes. Dans le cas d'espèce, vous étiez 4 à poser des questions au Premier ministre.
Donc, si je considère que c'est des questions groupées, vous avez au total 12 minutes. Et le Premier ministre a 5 minutes pour chaque question. Et s'il doit revenir répondre à l'ensemble des collègues, les 4 collègues, il aura, si ceux qui savent compter sont dans la salle, il aura 20 minutes. Ceci dit, je me tourne du côté des collègues porteurs de questions. Souhaite-t-il reprendre la parole? Chers collègues, vous avez le droit de reprendre la parole et vous avez 3 minutes. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je suis venu remercier Monsieur le Premier ministre pour ses réponses très claires et précises par rapport à la question que j'ai posée. Mais je voudrais quand même dire que, Monsieur le Premier ministre, je voulais bien poser la question soit au ministre de l'Économie, soit au ministre du Commerce, ou même au ministre de l'Agriculture. Mais le caractère pluridisciplinaire, plurisectoriel de ma question a fait en sorte que je puisse la poser à vous-même. Et j'ai eu les réponses, Monsieur le ministre, Monsieur le Premier ministre. Je vais commencer par l'aspect lié à la confusion sur le caractère de Faubert sur le non-recrutement ou la réticence à nommer les Gabonais au poste de responsabilité. C'est une question qui est posée ici à chaque fois, lors de la loi de finances. À n'importe quel moment, on a l'occasion soit de vous rencontrer vous-même ou de poser la question, ou de rencontrer le ministre du Travail. Cette question revient. Et vous avez compris tout à l'heure dans le développement des textes, notre empressement à trouver de l'emploi aux Gabonais. Le texte qui est passé tout à l'heure proposait à ce qu'on puisse réserver 90% des emplois aux Gabonais désormais, pour toutes les entreprises qui veulent s'installer chez nous. Donc, si pour Faubert continue, et nous n'avons toujours pas eu la réponse de Faubert par rapport à cette question, c'est pour cela que nous avons mis cette confusion de façon expresse. S'agissant donc de la question liée à Faubert, naturellement, des magasins ont été fermés à titre conservatoire en attendant l'issue des enquêtes et nous en convenons, donc nous restons en attente. Mais, Monsieur le Premier ministre, dans la sécurité alimentaire, il y a beaucoup d'intervenants, je l'ai dit tout à l'heure. Il y a la Gaza, il y a la Direction générale du commerce et de la consommation, il y a même la mairie de Libreville, il y a l'Institut d'hygiène publique, autant d'intervenants qui viennent pour... il y a même un conflit de compétences entre ces administrations-là. Et nous avons retenu, lorsque nous recevons les fonctionnaires ici, que la Gaza a un laboratoire, que la Direction générale du commerce a aussi un autre laboratoire. Mais dans le cas d'espèces, ce n'est pas la Gaza qui a eu l'information et qui allait faire des tests. C'est un anonyme qui a appelé la Gaza pour que la Gaza aille là-bas. Donc, vous voyez que ce n'est pas l'administration qui allait sur place, sur la base des recherches pour montrer qu'effectivement la viande était avariée. Donc, il y a du travail à faire là-dessus, Monsieur le Premier ministre, parce que le rôle de la Gaza est connu de tout le monde, le rôle de la Direction générale du commerce est également connu, je ne reviendrai pas là-dessus, et ils ont des outils pour pouvoir prévenir tout ceci. C'est pour cela que je ne veux pas m'attendre davantage. Je voulais seulement vous dire que sur la dernière question, si vous ne pouvez pas rassurer le peuple gabonais sur une pareille situation, mais Monsieur le Premier ministre, rassurez les Gabonais que
le colloque de la fonction publique que vous avez organisé, que Madame le ministre de la fonction publique a organisé, va continuer pour sensibiliser les fonctionnaires sur l'éthique, pour sensibiliser les fonctionnaires sur la déontologie et faire en sorte qu'on puisse davantage lutter contre la corruption. Je vous remercie, Monsieur le Premier ministre. Merci, Monsieur le Président. Merci, chers collègues. Oui, honorable Tati. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, les questions que nous avons posées, enfin, en ce qui me concerne plutôt moi, auraient pu être posées à Monsieur le ministre des Transports. Mais si nous les avons posées, si je les ai posées à vous particulièrement, c'est parce que je sais que vous avez la maîtrise parfaite de ce dossier et vous nous l'avez démontré. Je vous remercie pour toutes les questions, les réponses que vous avez apportées, même si je regrette que vous n'ayez pas répondu à celles qui concernent les ponts bascules, parce que celles-là quand même, mais malgré tout l'état du chemin de fer en ce moment, pourrait quand même faire entrer un peu d'argent à nos finances. Je n'ai donc plus rien d'autre à dire, sauf que la balle est plutôt dans votre camp maintenant. Parce que la question que vous avez posée, qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est à l'exécutif d'agir. Ce n'est pas à nous les députés qui contrôlons plutôt votre action. Donc, nous attendons voir, puisque c'est un dossier que vous maîtrisez parfaitement, qu'est-ce que, dans les prochains jours, dans les prochains mois, le gouvernement fera sur ce dossier. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Deux autres collègues souhaitent-ils prendre la parole? Non. Merci. Monsieur le Premier ministre, souhaitez-vous apporter des éléments de réponse? Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorable député, merci de me donner l'occasion de préciser deux ou trois petites choses. Honorable, oui, on va continuer à sensibiliser les fonctionnaires sur la nécessité de respecter l'éthique. Vous dites que c'est un anonyme qui a dénoncé. Ça ne change rien au principe, parce que si on n'avait pas eu une entité capable d'aller faire le contrôle, eh bien, la dénonciation serait restée vaine. Et comme je l'ai indiqué, c'est nous tous qui sommes concernés, parce que tous nous pouvons voir qu'une anomalie s'est produite. Mais nous ferons le nécessaire pour continuer à sensibiliser effectivement les fonctionnaires sur la nécessité d'être vigilants et de respecter une certaine éthique. Sur la question de l'emploi, je pense que je l'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas nié l'existence du problème. Je dis qu'il n'est pas bon à ce stade de mélanger ces deux problèmes, parce que ça peut donner des échappatoires. On est en face d'une anomalie. Des produits avariés ont été découverts. Il aurait pu être avec des Gabonais ou sans des Gabonais, avec n'importe qui. Donc, réglons la question des avaries à part. Et le ministre du Travail, lui aussi, a la responsabilité d'aller faire les contrôles et les inspections. Vous savez, on critique parfois l'administration, on nous critique, nous tous, mais la particularité de l'administration, c'est que quand on trouve un problème, tous les composants de l'administration se mettent en branle. Parce qu'on est parti sur un petit problème d'abord. Maintenant, nous allons contrôler tous les problèmes, inclus les camions qui transportent, inclus les licences de transport. Tout va être passé au pain fin. Tous les différents services de l'administration vont devoir se mettre sur ce dossier maintenant. Et peut-être que ce sera l'occasion
pour le ministre du Travail de vérifier les contrats de travail, la régularité de ces contrats, etc. Donc je vous remercie de nous rappeler cela et je vous promets aussi que de notre côté, nous ferons de notre mieux pour aller vers cette question-là. Je n'ai pas répondu, honorable, à la question des ponts bascules. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans une convention de concession, le concédant, l'État, n'a pas besoin de savoir comment vous faites vos recettes. Parce qu'il fixe, vous fixez avec lui une redevance de concession. C'est comme si vous prenez votre maison, vous la mettez en location à quelqu'un. La personne à qui vous donnez votre maison en location décide d'ouvrir un bar dans votre maison, ou bien il ouvre une bibliothèque, ou bien cette personne ouvre une bijouterie, ou bien elle ouvre une boucherie. La seule chose dont vous vous souciez, c'est est-ce qu'elle respecte les conditions dans lesquelles vous lui avez donné votre maison. Si elle ne casse pas les carreaux par terre, si elle ne casse pas les portes, si elle n'a pas les... Vous lui demandez votre loyer à la fin du mois. Bon, paye-moi mon loyer et puis paye. Tant que la personne paye, vous n'avez pas besoin de ça. Les ponts bascules participent de la façon dont le concessionnaire récolte de l'argent. Et vous me direz, on a besoin de savoir qu'est-ce qu'il a produit. Non, on a besoin de nous mettre d'accord sur les quantités qu'il doit nous payer au titre de la convention de concession, au titre de la redevance de concession à la partie fixe, ou bien dans la partie variable. La redevance de concession, dans les différentes redevances, redevances, elles étaient en deux parties. Elles sont généralement en deux parties. Il y a une partie fixe que vous payez quoi qu'il arrive, et il y a une partie variable. Et quelle est la personne, comment on est en charge comment on est en capacité de savoir que les ponts bascules là fonctionnent bien? Ce n'est pas le pont bascule qu'il faut, c'est l'ARTF, l'agent de régulation que nous avons mis en place. C'est elle qui doit s'assurer que les ponts qui sont placés fonctionnent et lui donne l'information dont elle a besoin. C'est elle qui doit s'assurer que la charge à l'essieu qui est appliquée à ce mode de trafic respecte bien les normes qui ont été définies, etc. C'est cette agence-là. Mais c'est aussi le cahier des charges que vous avez fait. Vous dites à quelqu'un, voilà, je vous donne le chemin de fer et vous me rendez ce chemin de fer dans tel état. L'agence que vous mettez en place, c'est ça son rôle. Elle doit continuer à vérifier que la personne a bien respecté et vous payez ce dont vous avez besoin. Donc, je ne pense pas que ce soit utile pour l'État d'aller se mêler, de savoir comment le concessionnaire facture telle marchandise qu'il a transportée, quel volume de marchandise il a transporté. Et vous me donnez l'occasion de revenir sur un problème que j'ai eu dans le passé. Vous savez, pour le transport du bois sur le chemin de fer, les barèmes de tarification du transport du bois distinguaient différentes variétés de bois. On disait, il y a les bois lourds transportables, il y a les bois sous-aubiers, il y a les bois flottables, il y avait plusieurs catégories. Bois lourd riche, bois lourd pauvre, bois lourd sous-aubier. Vous regardez la tarification et vous voyez. Et je me suis mis les forestiers à dos en leur expliquant que je transportais un volume, pas une qualité. Le transporteur, je n'ai pas besoin de savoir, ça peut être un conteneur d'or, ou un conteneur de diamants, ou un conteneur de beurre, peu importe. L'essentiel, c'est que le transporteur transporte un volume. Ça occupe un espace sur un chemin de fer. Et c'est ça que vous facturez. Parce que si on commence à aller facturer ce qu'on transporte, mais les avions ne transporteraient pas les diamants que les diamantaires transportent, on ne transporterait plus autre chose parce que chacun demanderait à avoir une part de ce qui est le produit qui a été fait. Non. En réalité, une fois qu'on a donné le dossier, on a donné en location son chemin de fer, la seule chose qu'on doit faire, c'est de s'assurer que le cahier des charges d'entretien de ce chemin de fer est respecté. Après, le concessionnaire, il fait son affaire de la façon dont il travaille. Et si vous avez besoin, si le concédant a envie d'avoir une information parfaite, il y a l'agent de régulation qui doit être là pour faire ça. Sinon, on va tomber dans les travers d'une gestion qui se mélange avec vos contrôles, etc., etc. Ce que je voudrais dire, Monsieur le Président, je voudrais remercier les députés pour l'écoute et les deux questions qui m'ont été de nouveau posées, qui m'ont donné la possibilité de rebondir sur cette question. Qu'allons-nous faire
bien, le ministre des Transports est là. Nous sommes en train d'étudier l'avenant numéro 4 et il concerne tout le monde. Je pense qu'il y a eu des avis, d'ailleurs vous l'avez soulevé ici dans la question. Le ministre des Transports a fait des objections sur cet avenant numéro 4. Si vous avez au niveau de la représentation également des observations que vous avez fait dessus, c'est le moment de nous les faire parvenir de façon que nous améliorions la négociation que nous avons avec le concessionnaire qui est le sous-produit d'un opérateur, c'est vrai, mais bon, c'est comme ça. Je pense que c'est la meilleure façon de procéder. Tout à l'heure, quand je parlais d'opérateur et de concessionnaire, j'ai posé la question, mais il appartient à quel opérateur? L'opérateur, je rappelle que CETRAG existait en 1994, avant même que la loi de privatisation ne soit prise. Merci, Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, soyez rassuré que les collègues qui vous ont posé les questions n'avaient qu'un seul but, celui d'attirer votre attention sur la gestion de cet instrument important et les défis à relever. Parce que le chemin de fer est un instrument important pour notre développement. Nous voudrions compter sur votre expérience et sur la connaissance que vous avez de cet outil pour lancer une nouvelle stratégie, pour que nous puissions retrouver une gestion optimale de ce chemin de fer de façon qu'il continue à assurer le développement de notre pays. S'agissant de Foreb, comme l'a dit notre collègue, c'est une question transversale. Il nous paraissait assez difficile d'interroger à la fois le ministre de l'économie, le ministre de l'agriculture, le ministre de la santé, le ministre du commerce, et la conférence des présidents a jugé qu'il y a un chef dans une équipe et qui coordonne ses activités. C'est pourquoi cette question vous a été adressée et nous osons espérer que les dysfonctionnements qui ont apparu a posteriori pourraient être corrigés de façon progressive pour que la santé des Gabonais soit assurée dans le cadre de leur alimentation. Merci d'avoir répondu, Monsieur le Premier ministre, aux questions des collègues.